Bonjour, mon invité aujourd'hui est Pierre Assis, que tout le monde connaît bien. Tu es sans doute le géopolitique le plus écouté en France, avec ta chronique quotidienne sur Inter, plus de multiples apparitions. Tu es également président de Reporters sans frontières. On va un peu parler de façon globale du monde. Est-ce que, au cours de l'histoire, on a un peu l'impression qu'il n'y a plus aucun contrôle, que les conflits se déroulent sans qu'il y ait une régulation, sans contrôle? Est-ce que le monde va vraiment très mal et est-ce qu'il y a des époques où il a été plus mal qu'aujourd'hui? Alors, moi j'aime bien faire le parallèle avec un moment où il y a eu la même incertitude qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un monde qui, moi, me frappe par le fait qu'on est incapable de se projeter à 6 mois. Qui peut dire aujourd'hui où le monde en sera dans 6 mois? D'abord parce qu'il y aura eu l'élection américaine qui va, dans une large mesure, conditionner un certain nombre de choses. Et puis, on navigue à vue, quand même, il faut bien le dire. Et la période précédente, où on a été comme ça dans une incertitude totale, c'est la chute du mur. C'est-à-dire qu'on a la fin d'un monde et un nouveau monde qu'on ne sait pas encore écrire, avec des vraies questions sur je me souviens à l'époque, on se posait la question du nucléaire soviétique. Est-ce qu'il n'allait pas avoir une fuite des ogives entreposées au Kazakhstan, etc. La question des frontières, Oder-Neisse pour la réunification allemande. Enfin bref, sauf qu'à l'époque, on avait des gens raisonnables au pouvoir dans tous ces pays, que ce soit Gorbatchev, Kohl, Mitterrand, même Thatcher a été raisonnable Hmm. à cette époque, ou Bush père aux États-Unis, euh, et que toutes ces incertitudes qui ont fait qu'il y a eu des moments de flottement quand même assez sérieux à cette époque, ont été gérés, et en 2 ans, en gros, on était passé dans un autre monde. Je me souviens, j'étais au sommet de Malte entre From Gorbatchev Yalta et to Malta. From Yalta to Malta, absolument, avec une tempête abominable qui a fait que rien ne s'est passé comme prévu, mais la guerre froide a pris fin officiellement ce jour-là. Et, et, et la période d'incertitude a été assez remarquablement gérée, malgré tout, même s'il y a beaucoup à dire sur la suite, sur l'OTAN, sur les rapports avec la Russie post-soviétique, etc. Mais sur cette période très précise, ça a été bien géré. Aujourd'hui, on est dans une situation où il y a les mêmes incertitudes, avec des gens qui sont beaucoup moins responsables, que ce soit Poutine, Trump à un moment, les Européens ne sont pas du calibre, je pense, de ce qu'il y avait à l'époque. Euh, et deuxièmement, euh, on a des guerres qu'il n'y avait pas à l'époque. On n'était pas dans un monde en conflictualité Oui, parce qu'à aussi. l'époque, c'était l'incertitude, mais vers le meilleur. Voilà. Alors que là, c'est l'incertitude vers le pire. Mais oui, mais c'est là que je pense que cette période est sans doute la plus dangereuse depuis peut-être, je ne sais pas, c'est toujours difficile de faire des analogies historiques, mais on pourrait dire peut-être depuis 62, depuis la crise des missiles à Cuba, où le monde a été quand même proche d'une possible guerre nucléaire. Je pense que c'est peut-être le moment le plus dangereux de notre histoire récente, relativement récente. Aujourd'hui, on a non pas une guerre mondiale, parce que je pense que ça serait absurde de qualifier notre époque de guerre mondiale, mais des guerres mondialisées, c'est-à-dire que ce sont des guerres, que ce soit celle d'Ukraine ou celle du Proche-Orient, qui ont un impact mondial. Hmm. Euh, et en devenir les tensions avec la Chine, qui ont le potentiel aussi d'être à la fois des guerres locales. Si demain il y a un clash entre, et il y en a tous les jours en ce moment, entre les Philippines et la Chine en mer de Chine méridionale, euh, c'est un conflit qui a le potentiel d'irradier négativement le monde entier. Parce que, on l'a vu sur les crises comme l'Ukraine ou le Proche-Orient, les chaînes logistiques qui sont perturbées, dans le cas de l'Asie, les semi-conducteurs qui viendraient à manquer, les prix du transport maritime qui exploseraient. Enfin bref, on a un potentiel de dérèglement mondial. Et on a vu au moment de l'Ukraine, avec les crises alimentaires, je veux dire, on a eu des émeutes au Pérou, je me souviens.
parce que l'impact de la crise ukrainienne avait fait augmenter les prix alimentaires au Pérou. Et donc, on est dans ce monde qui est totalement intégré et dans lequel, même si on n'a pas de guerre mondiale, on a des guerres qui ont un impact mondial. Et aujourd'hui, on n'a plus de gendarmes, on n'a plus de régulateurs, on n'a plus même de foi en un multilatéralisme constructif. Et on ne sait pas à quel moment et par quel canal on arrivera à réguler tout ça. Tout n'est pas négatif. Tu vois des signes positifs dans ce monde actuel? Oui, par exemple, le fait que... Enfin une bonne nouvelle. Non, mais le fait que les Américains et les Chinois gardent une communication pour arriver à être en rivalité et en désaccord sans se faire la guerre. Ça fait 2 ans qu'ils essayent. Il y avait eu la première rencontre Biden-Xi Jinping d'abord à Bali, c'était en marge d'un G20, puis de nouveau aux États-Unis, à San Francisco, en marge d'un sommet, je crois que c'était la PEC. Là, on a Jake Sullivan, le conseiller national à la sécurité de Biden, qui était à Pékin pour la même chose, c'est-à-dire cette idée qui est finalement pas très originale, mais qui remonte à la guerre froide avec les soviétiques, c'est que on peut être 2 puissances qui veulent la peau l'une de l'autre et en même temps avoir des règles du jeu. Et c'est ce qui sans doute a succédé à la crise de Cuba. C'est-à-dire, tout d'un coup, on a mis le téléphone la rouge, détente pour éviter d'être entraîné dans une guerre par les alliés, quoi. Voilà. Et ensuite, voilà, ça s'est traduit par des guerres par proxy en Amérique centrale, en Afrique australe, en Asie du Sud-Est, etc., où il y a eu multiplication de guerres, mais les 2 superpuissances ne se sont jamais fait la guerre directement. Donc tu es moins pessimiste que ça sur la nature de la relation bilatérale entre les 2 géants chinois-américains, parce qu'on entend souvent que le seul point d'accord qu'il y a entre Kamala Harris et Trump, c'est l'hostilité à la Chine, quoique Elon Musk chez Trump sera moins hostile à la Chine. Comment vois-tu, tu penses qu'il y a un lueur d'espoir d'une bonne gestion des relations sino-américaines? Alors, mais j'étais aux États-Unis cet été pour tourner un documentaire, donc je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe aux États-Unis, et il y a un double phénomène. Il y a effectivement un consensus bipartisan tout à fait absolutiste sur la confrontation avec la Chine. C'est toute personne qui n'est pas dans ce consensus anti-chinois est suspecte d'être vendue à l'ennemi, d'être une 5e colonne, etc. Et c'en est dérangeant parce que quelqu'un comme le vice-président qu'a choisi Kamala Harris, qui est pour la première fois d'ailleurs un dirigeant potentiel américain, qui a un vrai tropisme chinois. Il a passé plusieurs années de sa vie là-bas. Il s'est même marié un 4 juin pour ne pas oublier la date de Tiananmen, du massacre de Tiananmen, 4 juin 89. Et c'est une référence importante pour lui. Il y a des photos de lui avec le Dalai Lama, avec Wang Dan, qui est le leader des étudiants de Tiananmen en 89. Et tout d'un coup, cet homme devient, dans le débat américain, on essaye en tout cas de lui chercher des poux sur le fait qu'il s'intéresse trop à la Chine. Donc il y a quelque chose de très malsain dans ce consensus-là. Et en même temps, il y a aussi une partie de l'Amérique qui, soit par intérêt, comme Elon Musk, qui a une grosse usine Tesla en Chine et qui n'a aucune envie d'y renoncer, et donc qui ne participe pas à ce haro sur Pékin, ou même, et c'est plus intéressant encore, Donald Trump a été pour l'interdiction de TikTok, le réseau social aux États-Unis, et tout d'un coup, au moment où le Congrès vote l'obligation faite à Biden, la maison mère, de vendre TikTok aux États-Unis, Trump change d'avis. Pourquoi ? Parce que l'un des plus gros contributeurs du Parti républicain possède, je ne sais pas quel pourcentage de Biden en actions, qui valent quelque chose comme 20 milliards de dollars, et qui a dit à Trump, en gros, moi je veux bien soutenir ta campagne, mais tu laisses TikTok de côté. Donc il y a quand même des gros intérêts qui n'ont pas disparu. Mais il y a aussi
des gens aux États-Unis, et je pense qu'on les retrouve aujourd'hui dans une partie de l'administration Biden et donc du côté démocrate, qui sont peut-être un peu moins idéologiques que les républicains sur cette question, le désir de ne pas laisser dégénérer la rivalité avec la Chine. Moi, j'étais frappé, je faisais un documentaire sur sur les guerres américaines, sur le fait que ce pays a été en guerre pendant 200 ans, quasiment non-stop, et j'essaye de voir s'il y a toujours un consensus sur le rôle international des États-Unis, sur cette capacité à être sur plusieurs fronts à la fois et utiliser l'arme militaire pour l'influence américaine. Et j'étais surpris de voir que chaque fois que je posais la question d'une guerre possible avec la Chine, y compris chez des militaires ou des stratèges qui sont des Cold War warriors, comme on dit, il y a une hésitation. C'est-à-dire que l'idée de contenir la Chine, comme on dit en reprenant un mot de la guerre froide, reste forte. Et les États-Unis. Justement, contenir n'est pas faire la guerre. Exactement. Les États-Unis ne veulent pas se laisser dépasser par la Chine. Je pense que là-dessus, on va trouver un consensus très large à Washington, dans tous les secteurs d'activité. En revanche, et donc ça touche les alliances que sont en train de mettre en place les États-Unis en Asie, la technologie, qui est quand même aujourd'hui le centre névralgique de la rivalité, mais ça ne veut pas dire nécessairement rentrer dans une confrontation militaire. Ce qui pose la question de Taïwan et de ce qui se passe en mer de Chine, qui est aujourd'hui quand même l'un des lieux les plus sensibles de la planète. Le containment, c'est George Kennan qui disait contenons, endiguons l'Union soviétique, ils vont se calmer, et c'est justement pour éviter la guerre. Ouais. Si on peut avoir cet espoir entre Pékin et Washington, par contre, entre les Occidentaux et la Russie, c'est irrémédiablement, enfin durablement coupé. Oui, mais et c'est là qu'on a toute cette ambiguïté du monde actuel. C'est que la Russie et la Chine ont une amitié sans limite, comme ils l'ont dit eux-mêmes dans un communiqué juste avant l'invasion de l'Ukraine en 2022, mais n'ont pas les mêmes positionnements dans l'économie mondiale, n'ont pas les mêmes positionnements aussi, je pense, dans une perspective historique. C'est-à-dire que la Chine est dans la mondialisation économique. Elle ne peut pas se permettre aujourd'hui, surtout à un moment de ralentissement de l'économie chinoise, de renouvellement ou de remise en cause du modèle sur lequel elle a connu sa forte croissance ces 3 dernières décennies. Elle ne peut pas se permettre de se couper de la mondialisation. Aujourd'hui, une des contradictions chinoises d'ailleurs, qui est une des ambivalences chinoises, pour faire un iPhone fabriqué en Chine, il y a des pièces et des composants qui viennent du monde entier, de plusieurs dizaines de pays, assemblés, réalisés en Chine et réexportés vers, quels sont les 3 premiers marchés de la Chine, les États-Unis, l'Europe occidentale et le Japon. Donc les 3 adversaires potentiels de la Chine si on raisonne en termes idéologiques. Et donc la Chine n'est pas tout à fait dans la même position que la Russie, qui exporte essentiellement des hydrocarbures et qui réussit à les exporter même en mode sanction, et qui n'a pas la même place aujourd'hui dans le monde. Et donc, je ne suis pas sûr qu'ils aient exactement le même intérêt à ce moment précis. La Russie, effectivement, et nous, elle nous pose un problème, nous, Européens, particulier, puisque il y a cette zone grise qui est entre l'Union européenne et la puissance russe, que Poutine veut neutraliser et ne veut pas voir basculer du côté occidental. Et c'est là qu'il y a tout l'enjeu aujourd'hui, qui sont ce ventre mou depuis la fin de la guerre froide, qui était la Biélorussie, qui maintenant a été plus ou moins avalée par Poutine, l'Ukraine, la Géorgie, la Moldavie. Voilà, il y a cette zone qui est une zone tampon et que Poutine ne veut pas voir partir et veut récupérer dans une zone d'influence.
Tu parlais de l'absence de régulation. Il y a deux exemples où ce qu'on appelle à tort ou à raison la communauté est impuissante. Commençons par le premier, on passera après au second. Israël, Biden demande un cessez-le-feu, Blinken demande un cessez-le-feu, l'ONU demande un cessez-le-feu, rien ne se passe. On a l'impression que non seulement Israël en fait qu'à sa tête, Netanyahou, mais que même les États-Unis n'ont plus d'influence sur Israël. Ce qui est terrifiant dans cette histoire, c'est que, euh, en fait, quand il y a eu la guerre en Ukraine, tout le monde a été surpris de voir qu'une partie des pays du Sud n'adhérait pas au discours occidental, qui pourtant était limpide, s'appuyait sur le droit international, un pays envahit son voisin, la charte de l'ONU est bafouée, voilà, il n'y avait pas besoin de tergiverser pendant trop longtemps, les choses étaient claires. Or, il y a tout un tas de pays qui disent, mais en gros, vous avez fait pareil en Irak et personne ne vous a tenu rigueur. Vous ne bougez pas quand les deux poids deux mesures, etc., etc. Et Israël, Palestine était évidemment le dossier sur lequel c'était le plus limpide. Arrive le 7 octobre et la suite, et là, on a effectivement la confirmation qu'il y a deux poids deux mesures, et c'est là que toute cette question de la régulation prend son poids et sa consistance. Parce que ce soit sur le rôle du Conseil de sécurité, qui effectivement, en gros, il n'existerait pas aujourd'hui, ça ne changerait pas grand-chose à la marche du monde, sinon pour le renouvellement de forces de maintien de la paix dans certaines parties Sans du monde. grand succès comme en RDC, par exemple. Oui, Donc, voilà, mais bon, le mandat de la FINUL vient d'être renouvelé, et c'est peut-être mieux qu'elle y soit qu'elle n'y soit pas. Mais ça ne change pas fondamentalement le monde, et tout le monde se moque aujourd'hui de ce qui se passe à New York. On marque des points symboliques et ça ne va pas plus loin. Pareil avec la justice internationale, c'est aussi un dossier intéressant. Les États-Unis applaudissent la CPI quand elle lance un mandat d'arrêt contre Poutine sur l'Ukraine et menace la CPI de sanctions si elle fait la même chose avec Netanyahou. Donc on croit rêver à quel point tout le soupçon des deux poids deux mesures qui se faisait au moment de l'Ukraine se trouve confirmé aujourd'hui avec la situation israélienne, avec effectivement ce doublé de cette impuissance américaine qui est confondante, parce que mais qui s'explique aussi parce que les Américains sont piégés par cette histoire, euh, par plusieurs facteurs. Le premier, qui est la personnalité de Biden. Biden, il a l'âge de ses artères, et il appartient à cette génération de l'après-guerre, de la création d'Israël. oui, mais pas Kamala Harris qui Non, reprend. mais Kamala Harris, elle est en campagne électorale, elle peut pas. Je pense qu'elle fait très 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 attention à ne pas bousculer le bateau sur lequel elle vient de s'embarquer. Mais si on reprend l'impuissance de Biden depuis 10 mois, on a cet homme qui a voilà, une sorte de construction mentale qui est celle de l'après-guerre, des camps d'Israël comme refuge des survivants de la Shoah, etc. Puis d'Israël comme bastion occidental dans un monde de la guerre froide. Et troisièmement, d'un conflit qui est aujourd'hui à plusieurs niveaux. Parce qu'il y a le niveau local israélo-palestinien, dont on connaît tous les paramètres, les entrées, les sorties depuis des décennies. Mais il y a aussi le niveau régional, avec l'Iran. Et on voit bien que le premier truc que fait Biden quand il y a le 7 octobre et les jours suivants, c'est envoyer 2 porte-avions sur zone, qui vient de renouveler d'ailleurs il n'y a pas longtemps, pour dire à l'Iran, ne profitez pas de ce qui est en train de se passer pour marquer des points. Avec le succès relatif, il n'y a pas eu de conflit régional jusqu'à présent, mais il n'y a pas non plus rien, parce que les Houthis ou le Hezbollah sont pas totalement à l'arrêt. Mais tout ça, ça fait partie de la construction mentale de Biden, qui ne veut pas affaiblir Israël, mais qui aimerait bien qu'Israël agisse différemment. Mais est-ce qu'il n'affaiblit pas les États-Unis ? Résultat, il apparaît lui-même affaibli
sauf que, malgré tout, on ne peut pas nier l'importance du rôle américain dans cette zone. Et que si un jour, on verra ce qui se passera après les élections américaines. C'est plutôt son impuissance qu'on voit pour le moment. On voit son impuissance, mais aussi parce que si demain il y a la moindre chance d'un règlement quelconque, j'emploie des mots très très prudents parce que quand même le nombre de déconvenus qu'on a dans cette région est colossal. Mais si un jour il y a la moindre chance qu'il se passe quelque chose, c'est parce que il y aura eu une mayonnaise américano-saoudo, monde arabe, les Européens étant la caution un peu à côté, qui proposera un deal à cette région. Et il faudra attendre pour ça les élections américaines, voir ce qui se passera, parce que je pense qu'on voit bien aujourd'hui que rien ne se passera avant les élections américaines. Netanyahou joue la carte Trump. Hélas pour lui, les actions de Trump sont en baisse, mais malgré tout, on voit bien que dans les 2 prochains mois, il ne se passera rien. Alors, deuxième exemple, c'est des conflits, alors qu'on dit oublier, mais il faut quand même qu'on en parle. Le Soudan, la RDC, voire Haïti, on a l'impression que il y a des pays qui se suicident. La RDC, c'est un peu différent. Il y a une agression quand même des voisins. Mais le Soudan, le pays se suicide. Et on se demande qu'est-ce qu'il est possible de faire. Alors peut-être arrêter déjà les interventions extérieures. Ouais. Mais on voit que quand 2 factions de 2 généraux félons, qui sont des seigneurs de guerre, qui n'ont aucun sens de l'État, aucun sens de la population, sont prêts à ruiner leur pays et à le mettre à sac pour garder, que peut faire le monde extérieur? Alors, je pense que c'est des reflets de cette absence de régulation, de gendarmes, de moyens et de consensus international. On voit bien d'ailleurs au Soudan, comme en Éthiopie, quand il y a eu le conflit du Tigré, la RDC un petit peu, on a des tentatives de médiation. Les Américains, par exemple, dans le cas de l'Éthiopie, s'en étaient mêlés. Dans la RDC, il y a également des tentatives, notamment africaines, interafricaines, de règlement. Et en même temps, il n'y a pas de muscle derrière, il n'y a rien derrière. Et les interventions, il faut bien le dire, les interventions onusiennes passées n'ont pas été probantes. L'Est de la RDC en est un bon exemple, puisque c'était la plus grosse intervention de 17 000 hommes. 17 000 hommes et qui n'a rien réglé, rien empêché et se termine sur un échec total. Mais on voit bien que les appétits des prédateurs profitent du vide international. On a en ce moment, par exemple, une histoire qui est en train de monter, qui est encore invisible sur les écrans radars du monde, mais l'Éthiopie et la Somalie. La Somalie est un pays coupé en deux depuis des années entre le Somaliland anglophone du nord et la République de Somalie, reconnue internationalement au sud. Et l'Éthiopie a perdu son accès à la mer il y a fort longtemps avec l'indépendance de l'Érythrée, n'est pas contente de Djibouti qui a augmenté les tarifs et qui pose des conditions, etc. Et a négocié avec le Somaliland un accès à la mer. Qui n'est reconnu par personne. Qui n'est reconnu par personne, sauf que la clé pour le Somaliland, c'est d'être reconnu par l'Éthiopie, qui est quand même la grosse puissance régionale, plus de 100 millions d'habitants, voilà, empire, ex-empire, etc. Et sauf que ça met en branle tout un tas d'intérêts géostratégiques régionaux. L'Égypte, qui est en conflit avec l'Éthiopie sur le grand barrage qu'a construit l'Éthiopie sur le Nil et qui conditionne le débit de l'eau dont vit l'Égypte en aval, menace d'intervenir avec des troupes en Somalie pour bloquer ce deal entre le Somaliland et l'Éthiopie. Ça paraît très 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 compliqué et il faut regarder une carte pour comprendre, mais je trouve que c'est un enjeu totalement symbolique de ce monde dans lequel il n'y a plus d'organismes à un niveau supranational
qui serait capable de dire le droit, de dire ce qui peut et ne peut pas être fait, et d'avoir un peu de muscle derrière pour l'empêcher ou pour y remédier ou pour éviter que ça dégénère en conflit local, régional ou même au-delà. Et quand on regarde toute l'histoire du XXe siècle, elle est faite de cette impuissance qu'on essaye de corriger d'étape en étape. La SDN, il y a la Deuxième Guerre mondiale, on crée les Nations Unies avec... alors on protège les intérêts des gros avec le droit de veto au Conseil de sécurité, mais les Nations Unies ont plus de possibilités d'action que n'en avait la SDN précédemment. Et on voit bien que ce système est arrivé aujourd'hui en fin de route et qu'il va falloir de nouveau inventer autre chose. Et en fait, toute la question aujourd'hui... Mais pour inventer autre chose, il faut se mettre d'accord. Mais oui, mais toute la question, c'est si l'exemple que je viens de donner d'ailleurs de la SDN et de l'ONU montre qu'il a fallu passer par 2 guerres mondiales pour première guerre mondiale aboutir à la création de la SDN, qui n'empêche pas la deuxième, enfin la montée des périls. Moi, j'ai toujours en tête quand même, et ça c'est Haïlé Sélassié, on parlait de l'Éthiopie, Haïlé Sélassié devant la SDN à Genève. Je pense que c'est un des moments les plus forts de l'histoire du XXe siècle. Et la vidéo existe sur le site de l'INA. Il vient lancer l'alerte. Il est envahi par l'Éthiopie de Mussolini, et ce petit homme, parce qu'il était tout petit, avec une grande cape blanche, arrive à la tribune de la SDN à Genève. Il commence son discours en français. Il s'excuse de passer à l'amérique parce qu'il veut être compris, etc. Et dans la salle, il y a les fascistes italiens ont mis des agents partout qui se mettent à siffler, à hurler pour l'empêcher de parler. Le président de séance éteint la lumière pour calmer tout le monde. Et ensuite, on reprend et Haïlé Sélassié dit aux Européens, c'est essentiellement des Européens dans la salle, il leur dit si vous laissez faire l'Italie en Éthiopie, les suivants, c'est vous. Et tout le monde hausse les épaules, on laisse faire. Ensuite, il y a la guerre d'Espagne, et ensuite, il y a la Seconde Guerre mondiale, etc. Et ce moment où Haïlé Sélassié est devant cette assemblée internationale impuissante et méprisante, parce que il y avait 3 pays africains à la SDN à l'époque, ou 2. Libéria et oui, Libéria et Éthiopie. C'est un moment, je trouve, tellement symbolique de cette longue histoire. Mais on est dans ce monde aujourd'hui où comment on va arriver à reconstruire une 3e étape de l'organisation du monde pour empêcher voilà, le Soudan, la RDC, le Somaliland, mais aussi Haïti, la Birmanie, les visées du Venezuela sur le Guyana, etc. Enfin, on voit bien que s'il n'y a plus de gendarmes, comme sur les routes, hein, on accélère, et on se dit, pas vu, pas pris, j'y vais. Merci Pierre Aski pour ce tour d'horizon, cette réflexion sur un monde désordonné. Merci.